Hydrogéologie urbaine. Nous allons commencer par un exposé. J'ai perdu ton nom, bien entendu. D'Emmanuel Dumont, c'est bien ça, qui a 10 minutes pour nous faire sa présentation. Je commence. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui des travaux réalisés dans le cadre du projet ANR Univers sur l'impact historique de l'urbanisation, sur la qualité de l'eau et sur le potentiel de valorisation des eaux de source en milieu urbain. Donc, cette présentation a été préparée avec mes collègues du CEREMA et du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qui pilote le projet Univers. Alors, les eaux des nappes de proche surface ont constitué pendant des siècles une ressource essentielle pour l'alimentation en eau des populations. Cependant, avec l'urbanisation a impacté ces nappes, que ce soit d'un point de vue qualitatif ou quantitatif. Avec le recours à d'autres ressources pour l'alimentation en eau potable, les ouvrages de captage sont maintenant souvent oubliés, et ce qui était autrefois une ressource très précieuse pour les populations est souvent maintenant considéré comme une contrainte, donc notamment quand on va réaliser des travaux sous le niveau de la nappe, ou lorsque ces eaux sont rejetées dans les réseaux d'assainissement où elles sont considérées comme des eaux claires parasites permanentes. Elles peuvent même constituer un facteur aggravant pour les risques de mouvement de terrain quand les eaux se perdent dans les versants maintenant urbanisés. Alors ces eaux pourraient pourtant être à nouveau utilisées et contribuer à l'adaptation au changement climatique des villes. Donc c'est dans ce cadre que le projet de recherche Univers a été lancé en 2019, à la suite d'autres projets de recherche sur le même sujet, pour lever les verrous scientifiques, techniques et réglementaires permettant de mieux comprendre les impacts de l'urbanisation sur ces eaux souterraines et d'envisager leur réutilisation. Donc c'est un projet qui regroupe environ 40 collaborateurs, issus principalement de 6 organismes. Le projet Univers est décomposé en 5 axes de travail, donc qui sont donc la modélisation du fonctionnement hydrologique de 2 plateaux parisiens à différentes époques, et pour ces 2 plateaux, de caractériser les propriétés physico-chimiques actuelles des eaux de ces nappes perchées et de les comparer avec la qualité passée, d'obtenir une série temporelle de l'évolution géochimique des eaux en utilisant des concrétions prélevées sur différents sites, de déterminer pour ces concrétions notamment les sources et les mécanismes de transfert de polluants pour la période actuelle et passée. Et enfin, la dernière tâche dont je parlerai un peu plus aujourd'hui, son objectif est d'évaluer en concertation avec les autorités régionales la possible réutilisation des eaux des nappes perchées parisiennes comme ressource alternative à l'eau potable. Alors nous avons donc travaillé à différentes échelles temporelles mais aussi spatiales, avec pour les 4 premiers axes de travail une étude plus approfondie de 2 plateaux. Donc pourquoi ces plateaux? Parce qu'ils sont le siège de nappes perchées qui sont donc uniquement alimentés par les précipitations ou par des apports anthropiques, donc on contrôle les flux entrants. Et par ailleurs, parce que ces plateaux ont été historiquement drainés pour alimenter les fontaines de Paris en eau donc dès le Moyen-Âge. Donc on a un système, donc le système des sources du Nord sur le plateau de Belleville-Romainville. Vous pouvez voir un exemple de regard monumental. Et l'aqueduc Médicis qui captait les eaux du plateau de Rungis, où là aussi on a de très beaux ouvrages. Et donc on a la chance pour ces 2 systèmes de disposer de données anciennes, que ce soit de débit ou de qualité, donc des données qui remontent au 19e siècle, voire plus tôt. Alors sinon, nous avons aussi travaillé à une échelle plus locale, cette fois-ci plus pour le prélèvement des concrétions, donc en prélevant des concrétions dans des carrières situées sous Paris ou dans les environs, donc pour analyser les concrétions. J'en parlerai pas trop aujourd'hui. Et sinon, pour la dernière tâche, nous avons une approche plus régionale en recherchant des sources, des fontaines et des projets de valorisation de ces sources sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc on retrouve sur cette carte nos 2 plateaux, mais on a aussi identifié par exemple des sources et fontaines sur la butte de Montmorency, dans le Val d'Oise, où là on peut voir aussi des sources avec un fonctionnement quasiment naturel dans le parc de Juvisy, le parc de la mairie à Juvisy-sur-Orge. D'un point de vue géologique et hydrogéologique, donc les formations de l'Oligocène sont le siège de 2 nappes perchées, la nappe des sables de Fontainebleau qui repose sur les marnes à huîtres et la nappe du calcaire de Brie qui repose sur les argiles vertes. Alors j'en parle aussi brièvement, mais on a donc séparé encore par des couches marneuses, les masses et marnes du gypse, donc qui, on verra, bien qu'elles soient en dessous, ont eu un impact sur les eaux de ces nappes perchées.
Alors, sans rentrer dans les détails des résultats des premiers axes, j'aurais clairement pas le temps, voici un exemple de résultat qu'on a pu obtenir en analysant une concrétion qui s'est déposée dans l'aqueduc de Belleville, donc une des galeries des sources du Nord. Vous pouvez voir ici une concrétion bien laminée qui a été datée avec différentes méthodes, et donc il y a 300 ans. Et là, vous pouvez voir l'évolution des concentrations en soufre, donc c'est le ratio soufre-calcium, avec une augmentation très forte au milieu du 19e siècle de ces concentrations. Donc ça peut être mis en relation avec l'annexion de la commune de Belleville par la ville de Paris à cette période, et par les travaux du baron Haussmann, qui a complètement reconstruit cette partie de Paris, avec probablement, on a beaucoup de remblais, donc on suppose qu'il y a eu pas mal de matériaux issus des anciennes carrières de gypse qui ont été utilisés comme remblais, voire du gypse qui a été directement utilisé comme pierre de construction, ce qui a relargué des sulfates dans les nappes. Alors si on revient maintenant à la tâche 5, ces objectifs sont déjà de structurer l'ensemble des données, ensuite d'identifier des sources, les sources des nappes oligocènes à l'échelle de la région parisienne, et d'animer un groupe de travail sur l'utilisation des eaux de source en ville. Donc pour le recensement des sources, on a d'abord adopté une approche cartographique en intégrant dans un SIG les zones d'affleurement des couches imperméables et peu perméables, donc des marnes à huîtres et des argiles vertes. On s'est basé pour cela sur la carte géologique harmonisée du BRGM, pour laquelle on a fait des vérifications, notamment en comparant les profils géologiques pour voir à quel point ces zones d'affleurement étaient précises, ce qui nous a conduit à appliquer une zone tampon. Ensuite, on a essayé de recenser autant de sources que possible en utilisant différentes données bibliographiques, donc notamment des données du 19e siècle de Belgrand, du milieu du 20e siècle de Dinert, mais aussi des sources de l'Atlas hydrogéologique d'Île-de-France, de la banque de données du sous-sol, la BSSO notamment, de la BD Topo. Donc tout ça a été réuni sur un SIG, et comme on voulait uniquement extraire les sources des nappes oligocènes, on a croisé ces données avec les zones d'affleurement des argiles vertes. Donc c'est loin d'être exhaustif, mais voici un certain nombre des sources identifiées. Après avoir identifié ces sources, on a sélectionné quelques zones avec des dynamiques d'urbanisation variées et pour lesquelles on disposait de données anciennes, pour essayer de retrouver les sources et de faire de nouveaux prélèvements afin de comparer les données actuelles et les données passées. Donc, on a une zone plutôt naturelle sur la butte de Montmorency, avec ici une des fontaines. Une zone, on va dire, moyennement urbanisée sur les coteaux des Hauts-de-Seine, avec ici la fontaine Sainte-Marie dans la forêt de Meudon, et une zone plus urbanisée, le plateau de Romainville. Alors sans entrer non plus dans le détail des résultats, et comme j'aime bien le soufre, je vais reparler de sulfate. Donc vous pouvez voir ici ce que donne la comparaison des concentrations en sulfate de ces 5 jeux de données, donc à la fois des données anciennes et des données actuelles. On peut voir que pour les données de Belgrand, de la BSSO ou de la trace hydrogéologique, on a des concentrations en sulfate qui sont globalement très faibles, donc ce qui peut être, ce qui correspond au fond géochimique naturel, alors que pour Dinert, tous les prélèvements actuels, on a des concentrations en soufre plus élevées, donc là, ce qui est dû à l'impact de l'urbanisation. Alors maintenant, en ce qui concerne le groupe de travail, ces objectifs sont d'échanger sur la valorisation possible des zones nappes dans l'aménagement urbain. Donc d'abord d'identifier des exemples de projets et ensuite de réaliser des retours d'expérience. Et in fine, l'objectif, c'est de déterminer les obstacles qu'on peut rencontrer, qu'ils soient d'ordre technique, réglementaire ou financier, et de voir quels sont les leviers qu'on peut mobiliser pour surmonter ces obstacles. Donc le groupe de travail s'est réuni 2 fois et on va formaliser les retours d'expérience. Donc vous avez ici un exemple de projet de valorisation d'une source à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, où on avait une source avec quand même des débits encore assez conséquents, entre 0,5 et 1 litre par seconde, qui était rejetée dans les réseaux d'assainissement et où la commune a décidé de faire ressortir ces eaux des réseaux pour qu'elles s'écoulent en surface et donc alimente différents aménagements, ce qui avait un intérêt pour recréer du lien entre différents quartiers. Ça alimente aussi des zones humides, ça contribue au rafraîchissement du climat urbain. Donc pour les retours d'expérience, on a essayé de sélectionner des projets avec différents types d'usages. Par exemple, l'arrosage d'espaces verts, le nettoyage des rues, l'agriculture urbaine, la revalorisation patrimoniale
Donc là, plus pour des aspects un peu culturels, mais aussi de sensibilisation du public aux problématiques de la raréfaction de la ressource en eau, l'intégration de ces eaux dans des aménités paysagères, donc comme pour Vitry, l'alimentation de jeux d'eau dans des parcs historiques, Versailles, Saint-Cloud. Et voilà une carte un peu avec différents exemples de projets qu'on a pu recenser. Alors, en synthèse, le projet Univers a permis de développer des méthodes transversales innovantes pour évaluer l'impact de l'urbanisation sur les eaux souterraines et surtout appréhender l'étape pré-urbanisation, ce qui est vraiment souvent une gageure. Le groupe de travail a pu montrer le potentiel vraiment intéressant de valorisation de ces nappes, qui en plus peuvent être combinées avec des eaux pluviales, donc ce qui permet d'avoir des fois des solutions fondées sur la nature avec un apport en eau continue. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même peu de projets qui aboutissaient, souvent en raison du manque d'intérêt pour cette problématique assez transverse, du manque de connaissances sur ces nappes perchées, du manque de cadrage réglementaire et du caractère atypique de ces projets qui sont souvent pas directement éligibles aux aides de l'Agence de l'eau. Donc en perspective, on va produire des retours d'expérience documentés qui, on l'espère, serviront de source d'inspiration pour les collectivités qui souhaiteraient valoriser ces eaux. Et on organisera un séminaire de restitution en mai 2023 qu'on souhaiterait élargir à d'autres régions. Voilà. Merci. Vous pouvez l'applaudir 2 fois parce qu'il a tenu ses 10 minutes parfaitement. Maintenant, c'est à Jérôme Godino de prendre la parole. Jérémy Godino de prendre la parole. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse que je réalise ici à l'ENCGID, qui parle de l'influence de l'anthropisation du sol et du réchauffement climatique sur la performance d'un système géothermique ATES. Donc dans un premier temps, je vais vous décrire brièvement le fonctionnement général des systèmes géothermiques ATES. Ensuite, j'enchaînerai sur l'influence de l'anthropisation du sol et du réchauffement climatique sur la distribution de température dans le proche sous-sol. Et enfin, on verra quel impact ça peut avoir sur la performance d'un système ATES. Donc on commence avec la première partie. Donc pour ceux qui n'ont pas fait la visite encore de l'ATES de l'ENCGID, je vais vous expliquer brièvement comment ça marche. L'ATES, c'est un système géothermique qui vise à la fois à stocker et à produire de l'eau chaude et de l'eau froide pour alimenter thermiquement un bâtiment, donc en chauffage et en climatisation. On va partir d'un état initial où on lance le système en hiver. Donc on pompe de l'eau à la température ambiante de la nappe, et cette eau, on la pompe via un forage, on récupère ces calories via un échangeur de chaleur. L'eau, elle est environ à 15 degrés dans la nappe et on doit utiliser une pompe à chaleur pour fournir du chauffage au bâtiment. Cette eau de l'échangeur de chaleur, elle ressort plus froide. Du coup, on la réinjecte dans un deuxième forage, vous voyez en haut à droite, et on crée un panache d'eau froide autour de ce deuxième forage. Et quand l'été arrive, on inverse le fonctionnement du système. On pompe le forage froid, on utilise les frigories de l'eau pour refroidir le bâtiment. Il en résulte une eau qui ressort plus chaud qu'on va réinjecter dans le premier forage où un panache chaud se crée autour du forage. Et l'hiver qui suit, on réinverse le système pour utiliser l'eau chaude qu'on a stockée pour chauffer le bâtiment. Donc on a ce système-là à l'ENCGID depuis qu'on a reconstruit le bâtiment. C'est un ATES qui capte un aquifère calcaire de l'Oligocène entre 35 et 65 mètres de profondeur.
Vous voyez sur le plan, les deux forages sont représentés en bleu, GF1 et GF2. Et à proximité, on a fait les forages, les points verts, ce sont des piézomètres qui captent la même nappe et qui vont nous servir à monitorer le système. Donc maintenant, je vais vous parler de l'influence de l'anthropisation de la surface et du réchauffement climatique sur la distribution de température dans le proche sous-sol. En fait, on a un constat dans la littérature qui est que dans le proche sous-sol, dans des profondeurs inférieures à 100 mètres, on a des températures moyennes qui sont 2 à 6 degrés supérieures aux températures qu'on retrouve aux mêmes profondeurs dans les zones plus rurales. Et cette explication, c'est lié en fait à l'artificialisation des sols. On modifie les propriétés thermiques du sol en construisant des parkings, des bâtiments, des routes, et ça va apporter énormément de chaleur sur la surface du sol. En plus de ça, le réchauffement climatique est un facteur supplémentaire qui réchauffe le sol, et ces apports de chaleur, ils se transfèrent lentement plus en profondeur. Et ça crée un phénomène qu'on appelle un îlot de chaleur souterrain, sous les villes. Et vous voyez que c'est possible de les modéliser numériquement. Là, vous avez un exemple de la ville, d'un îlot de chaleur souterrain qui a été modélisé au niveau de la ville de Milan. Et concrètement, quand on fait des mesures de température dans les forages, ça se traduit par des formes atypiques de logs. On a des formes de C. Vous voyez ici, ça c'est des logs qui ont été réalisés dans des forages de la ville de Berlin. Et on retrouve ce phénomène à l'Enségide, dans les piézomètres et dans les forages de l'Enségide. Donc théoriquement, on devrait avoir des profils comme ça, avec des variations saisonnières sur les 15-20 premiers mètres. Et après, on est censé retrouver une augmentation de la température en fonction de la profondeur qui suit le gradient géothermique, environ 3 degrés tous les 100 mètres. Mais sauf qu'en 2021, en fait, j'ai fait des profils dans tous les forages de l'Enségide et on a bien les fluctuations saisonnières sur les 15-20 premiers mètres, mais après, en dessous, on retrouve cette forme de C qui est retrouvée à Berlin et qui est typique des environnements urbains. Donc, pour vérifier si c'était bien lié... Ouais, ça fait un peu peur. J'ai eu un peu peur quand j'ai vu ça aussi. Je vais clairement pas détailler ça, mais c'est une formule de la littérature qui permet de modéliser l'effet du réchauffement climatique et de l'anthropisation de la surface. Je ne vais pas détailler tout ça. Mais non, il n'y a pas le temps. Après, je vais me faire gronder. Et bon, bref. Du coup, quand on applique ça au site de l'Enségide, j'ai simplifié la disposition des bâtiments en surface, des bâtiments, des routes et des parkings, et j'ai pris en fait la chronique de température de la station météo à Mérignac. On a des données depuis qui remontent à 1900. Et quand j'ai appliqué ça, j'ai réussi à restituer les profils de température qui sont observables à l'Enségide. Vous voyez, les profils mesurés, c'est les points. Et vous voyez que quand j'ai codé la formule, on restitue bien les observations. Donc, ça montre concrètement qu'au niveau de l'Enségide, on a une influence non négligeable du réchauffement climatique qui s'opère à Bordeaux et de l'anthropisation du site qui a commencé à peu près dans les années 60 avec la construction de l'université. Et donc concrètement, étant donné que la TES de l'Enségide, il exploite une nappe peu profonde, entre 30 et 60 mètres de profondeur, qui a un horizon clairement impacté par ce phénomène, je me suis demandé quelle était l'influence de ce phénomène de réchauffement du sous-sol sur la performance du système ATES. Donc pour ça, je n'ai pas utilisé de formule analytique avec des chiffres dans tous les sens. J'ai construit un modèle numérique 3D, parce que ce n'est pas possible de modéliser le fonctionnement réversible des ATES analytiquement. J'ai mis en place 2 scénarios. Un scénario où on stipule qu'il n'y a pas de réchauffement climatique après la construction de l'ATES et il n'y a pas de bâtiments qui sont construits en surface, ils ne sont pas pris en compte. Et un scénario qui prend en compte l'anthropisation de la surface et un réchauffement climatique qui suit le pire scénario du GIEC, le scénario 8.5, RCP 8.5.
Donc vous voyez les deux courbes de température climatique que j'ai implémentées dans le modèle numérique. En vert, le RCP 8.5 et en noir, la stabilité du climat. Donc j'ai construit un bloc 3D dans le logiciel FIFLO qui vise à simuler les écoulements dans un système sédimentaire composé d'une alternance d'aquifères et d'aquitardes. L'aquifère exploité, il est entre 33 et 66 mètres de profondeur. Je n'ai pas encore les résultats de la modélisation sur site de l'ENCGID. Ça n'est qu'une simulation théorique avec cette implantation des bâtiments et des routes en surface. Ça s'apparente un peu à une zone universitaire, une zone commerciale, avec quand même des espaces verts autour. Et donc j'ai implémenté ces conditions limites en surface liées à l'anthropisation et avec les températures du réchauffement climatique ou du scénario stable. Et donc concrètement, quand on est dans le scénario avec le climat qui est stable après la construction de la TES et où on ne prend pas en compte l'anthropisation de la surface, on voit qu'on a un équilibre thermique du sous-sol entre le forage chaud et le forage froid tout le long de la modélisation. En fait, les lignes représentent les années. Donc là, on est à l'année 6, après le lancement de l'exploitation. À droite, vous avez la fin de la période d'injection de froid. Et à gauche, sur la même année, vous avez la fin de la période d'injection de chaud. Donc on voit qu'on arrive au cours du temps à stocker aussi bien du froid et du chaud et qu'on ne vide pas toutes les réserves, tout notre stock d'une saison à l'autre. Donc ça, c'est le signe que c'est un système qui fonctionne bien. Mais on n'a pas pris en compte de réchauffement climatique ni d'anthropisation de la surface. Maintenant, quand on prend en compte le scénario pas très réjouissant du RCP 8.5 et de l'anthropisation de la surface, on voit clairement que en fonction du temps, on penche vers un déséquilibre thermique très fort où on a une bulle chaude qui devient de plus en plus conséquente et à la fin, on n'arrive plus à stocker de froid. Donc pour conclure, le milieu urbain et le changement climatique, ce sont des facteurs qui participent au réchauffement du proche du sous-sol à des profondeurs inférieures à 100 mètres. On a clairement mis en évidence ce phénomène à l'ENCGID et mon propos, ce n'est pas de dire que les ATES sont pas du tout, qu'il faut proscrire l'utilisation des ATES dans ce contexte-là, mais ça semble important, ça semble être un facteur très important à prendre en compte pour dimensionner un système et choisir les profondeurs et les aquifères qu'on va exploiter pour maintenir une performance viable sur le long terme. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, on a quelques instants pour des questions. Emmanuel veut bien nous rejoindre, parce que lui aussi il aura droit à des questions. Il y en a une là-bas, qui gère les micros. J'avais une question sur la 2. Pardon. David Lavatte. J'avais une question sur la deuxième présentation. La première question, c'était est-ce que vous avez essayé d'appliquer la méthode, l'équation théorique à toutes les températures depuis 1900 pour essayer de reconstruire la variation saisonnière depuis 1900? Parce que ça, je pense que c'est tout à fait faisable. Et la deuxième question, c'était quand vous dites que vous avez appliqué le scénario 8.5, est-ce que vous avez appliqué le scénario 8.5 global ou est-ce que vous avez appliqué le scénario 8.5 dédié à Mérignac? Et deuxièmement, du coup, il y a aussi des variations de recharge qui sont en parallèle et pas que des températures. Et est-ce que vous les avez prises en compte dans votre modélisation? Alors, j'ai pris le scénario 8.5, c'est à l'échelle de l'Aquitaine qu'on a des données de température.
Et je n'ai pas pris en compte les changements de recharge. Là, pour les modèles que j'ai faits, c'est des modèles où on ne prend pas en compte la recharge. Et la première question, c'était, est-ce que vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous appliquez l'équation théorique en introduisant en fait les températures mesurées depuis 1900 en forçage externe, en gros, comme condition limite, et du coup, regardez si vous arriviez à reproduire une évolution de votre profil de température en injectant à un moment donné une autre condition limite qui est le fait que vous avez des bâtiments qui ont été mis dessus. C'est exactement ça ce que j'ai fait. En fait, je suis parti d'un état initial où j'ai pris la température relevée à Mérignac en 1900. Donc ça, j'ai dit que c'était ma température initiale et j'ai fait l'hypothèse que, et c'est ce qu'on retrouve en fait, que l'influence du réchauffement climatique, c'est à partir de 1900 à peu près qui commence à se faire ressentir avec l'avènement de la période industrielle. Et ensuite, j'ai utilisé effectivement l'évolution de ces températures avec l'implémentation de nouvelles conditions limites à partir de 1960 à peu près. Enfin, j'ai regardé quand est-ce que tous les bâtiments de la zone autour de l'Encégide avaient été construits. J'ai utilisé des photos aériennes pour remonter, pour retrouver leur date de construction. Et comme ça, j'ai pu effectivement, au moment de la construction des bâtiments, ajouter les conditions limites propres aux bâtiments et aux routes. C'est comme ça que j'ai procédé avec la formule analytique et sur le modèle numérique aussi. Je vous propose qu'on passe à une autre question. Là, il y en a là-bas. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez pu vérifier, en regardant un peu le fonctionnement de la nappe un peu plus éloigné, vérifier si par des transferts horizontaux, il n'y aurait pas des homogénéisations qui se feraient plus marquées que ceux que vous l'avez imaginé? Non, j'ai pas vérifié ça, mais des homogénéisations au niveau de la température, vous voulez dire? Les transferts, on a quand même souvent dans les nappes des transferts horizontaux importants. Donc si vous avez des zones plus fraîches, un peu plus loin autour, ça pourrait homogénéiser beaucoup plus votre système que tel que ça n'apparaît dans votre démonstration, disons, à petite échelle, quoi. Ouais, ça je l'ai pas vérifié, mais en fait, dans la littérature, ça a été montré que l'impact est tel au niveau d'une ville, parce que là, on est clairement entouré il y a des routes partout, des bâtiments partout autour de la zone. Donc en fait, on a vraiment un réchauffement généralisé du sous-sol ici, mais enfin pas que, c'est sur toute l'agglomération de Bordeaux. Et donc effectivement, peut-être il y a des zones par endroit au niveau de certains parcs où il n'y aurait pas ce phénomène-là et où on pourrait avoir des apports d'eau plus fraîche, mais le réchauffement constant qu'il y a avec les bâtiments et les routes, je pense, annule cet effet de rafraîchissement. Mais j'ai pas checké à si grande échelle, non, ce que ça pouvait faire. Deux dernières questions. Oui, bonjour, Marc-Éric Geoffroy. Ma question est très proche de la précédente. Quel est le sens d'écoulement de la nappe? Et du coup, est-ce qu'il y a une incidence de l'influence de l'écoulement de la nappe sur la modélisation que vous avez faite? Oui, clairement, il y a une influence parce que l'îlot de chaleur va suivre le sens d'écoulement de la nappe. À l'Encégide, c'est un peu compliqué parce qu'on est sur un dôme on est très proche d'un dôme piézométrique. Donc c'est pas évident de définir concrètement quel est le sens d'écoulement. J'ai pris un sens d'écoulement à partir de mesures piézométriques qu'on a fait sur tous nos forages et sur un forage qui est un peu plus à l'ouest, qui est artésien. Donc j'ai stipulé que le sens d'écoulement était de l'ouest vers l'est. Voilà. Mais oui, c'est vraiment un facteur à prendre en compte et qui est important pour modéliser, pour implémenter les coordonnées des bâtiments dans la formule analytique. Ouais. Alors, désolé pour les frustrés. Vous saurez retrouver Jérémy pour lui poser des questions. J'espère que vous aurez des questions aussi pour Emmanuel. Vous saurez le retrouver. N'hésitez pas à venir me voir à la pause. Et nous allons passer à la session suivante. Donc, si Henri est par là, voilà.